la Bibliothèque nationale de France. Un nouveau cycle de conférences invite à une plongée dans les mauvais genres littéraires. Cette première séance explore les domaines de la peur et de l'épouvante. Je tournai mon regard vers le plafond de ma prison. Il était à 30 ou 40 pieds du sol et semblait fait du même métal que les murs. Je remarquai dans un de ces panneaux une figure des plus étranges. C'était l'image du temps, comme les artistes ont coutume de nous le peindre, avec cette différence qu'au lieu d'une faux, il tenait un objet que je pris d'abord pour un de ces énormes pendules qu'on voit dans les vieilles horloges. Mais ce qui fixait surtout mon attention, c'est que cette machine, placée juste au-dessus de ma tête, semblait s'agiter. Je ne me trompais pas, le pendule se balançait avec une lenteur méthodique. Je suivis ses mouvements, quelques minutes, puis, fatigué d'un spectacle aussi monotone, j'observais les autres objets du caveau. Bientôt, un léger craquement se fit entendre et d'énormes rats sortirent du puits. Attirés par l'odeur de la viande, ils montèrent en troupe vers moi et j'eus besoin de toutes mes forces pour m'en préserver. Cette lutte dura une demi-heure, une heure peut-être, car je n'avais rien pour fixer la fuite du temps. Quand je relevai les yeux vers le plafond, je constatai avec stupeur que le parcours du pendule s'était accru presque d'un yard. Sa descente était visible et sa vélocité s'était de beaucoup augmentée. Je remarquai aussi que son extrémité inférieure était formée d'un croissant d'acier, mesurant 1 pied de long, d'une corne à l'autre, et effilé comme un rasoir. Ajusté à une verge de cuivre, il se balançait en sifflant dans l'espace. Voilà donc le sort que me réservait l'atroce ingéniosité des moines. Les agents de l'acquisition m'avaient vu évitant le puits, et comme leur système consistait à faire une surprise de chaque supplice, il n'entrait plus dans leur esprit de me précipiter dans l'abîme. J'étais voué à un nouveau mode de destruction. Pendant combien d'heures cruelles ai-je compté les oscillations vibrantes de l'acier? Il descendait graduellement vers moi, pouce par pouce, ligne par ligne, toujours plus bas, toujours plus bas. Chaque seconde me semblait un siècle, et il s'écoula des jours avant qu'il vînt m'effleurer de son âcre haleine. L'odeur de l'acier aiguisé pénétra dans mes narines. Je priai Dieu de faire descendre le couperet plus vite et m'efforçai dans ma folie de me soulever pour aller au-devant du terrible couteau. Puis je retombai immobile, souriant à cette mort étincelante, comme un enfant sourit à un jouet précieux. Mon insensibilité dura peu, car en revenant à la vie, je ne pus apprécier la descente du pendule. Les agents qui me surveillaient, je ne sais d'où, avaient-ils profité de mon évanouissement pour arrêter la vibration. En revenant à moi, j'éprouvais le besoin de manger, tant il est vrai que la nature humaine réclame toujours ses droits, même au milieu des plus terribles angoisses. J'étendis mon bras gauche, aussi loin que ma sangle me le permettait, et je m'emparai du reste de viande qu'avaient laissé les rats. Comme j'avalais ma première bouchée, une pensée informe de joie, d'espérance traversa mon esprit. C'était, dis-je, une pensée informe et incomplète. Je sentis que c'était une pensée de joie et d'espérance, mais je sentis aussi qu'elle était morte en naissant. C'est en vain que je m'efforçais de la parfaire, de la rattraper. Trop de souffrance avait usé mes facultés habituelles. J'étais idiot. Le pendule s'agitait dans un plan formant angle droit avec la longueur de mon corps. Je vis que le croissant aigu avait été disposé de façon à me scier la région du cœur. Il raillerait la bure de ma robe, puis il reviendrait encore, répétant son oscillation meurtrière. Malgré la dimension de la courbe décrite, quelque chose comme 30 pieds, et l'énergie de sa descente, qui aurait suffi pour couper les murailles de fer elles-mêmes, il était de régler de façon à ne faire pendant plusieurs minutes qu'effleurer légèrement, superficiellement l'étoffe du vêtement. Je me figurais le son que produirait le croissant de métal traversant le tissu de ma robe, la sensation nerveuse que me causerait le frôlement de la tôle par l'acier. Le pendule glissait plus bas encore. J'éprouvais un plaisir sauvage à comparer sa vitesse de haut en bas avec sa vitesse latérale, à droite, à gauche. Il fuyait, loin, loin, puis revenait, oscillant au-dessus de mon cœur avec le glapissement d'un damné et l'allure féline d'un tigre. Alors avec cette joyeuse entrée en matière que nous devons évidemment à Pau, c'est la nouvelle Le puits et le pendule, que j'ai entendu il y a très 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 longtemps à la radio. Et je ne repensais plus à ce texte, mais mon ami de bureau m'a dit mais lis donc ça. Je me suis rappelé qu'effectivement, il y a bien longtemps, j'avais eu des frissons de terreur un peu partout. J'étais peut-être beaucoup plus jeune, je ne sais plus. Voilà, donc c'est une bonne entrée pour trembler ce soir. Alors, par contraste, il faut quand même que je vous dise d'emblée à quel point je suis heureuse
qu'il y ait cette soirée. Parce que quand on décide d'un cycle à la BNF, c'est toujours assez long. Parfois, ils ne sont pas, désirés tout de suite par l'établissement. Là, ça a été d'emblée, mais il y a le nom de notre star du soir, François Angelier. Oui, c'est toi. Et puis après, il y a eu 13 jours de grève, donc ça a un petit peu repoussé aussi. Et donc, on est passé du printemps à l'automne. Donc, ça fait très longtemps que je nourris cette attente de cette soirée. Et toute cette chose n'aurait pas eu lieu, déjà pour commencer, si je n'avais pas été avec François Angelier. Nous avons beaucoup ri et j'espère que nous continuerons à rire, non seulement avant que ça débute, comme tout à l'heure, mais pendant les 3 soirées. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée ? C'est pas pour parler de moi que je vous dis ça, mais c'est pour voir comment on travaille un peu ici, d'où ça peut partir des collections. Je suis ce qu'on appelle une chargée de collection, c'est-à-dire que je suis un domaine. Alors, je suis le domaine très sérieux, même s'il peut y avoir des textes drôles, très importants, très classiques, de la littérature française du Moyen-Âge au XIXe siècle. Mais à côté de cela, notamment dans la salle H, la salle de littérature française, de linguistique, de latin, de grec, des littératures francophones, enfin disons que l'énorme masse, c'est la littérature française, mon prédécesseur avait eu à cœur de développer, disons, des littératures populaires, parce que mauvais genre, la définition est bien difficile à trouver. On va dire littérature populaire, on ne dit plus paralittérature, je le sais, mais enfin, vous voyez, c'est tout ce qui ne serait pas cette colonne vertébrale de la grande littérature, les grands auteurs, comme on dit, la littérature classique. Parfois on dit la littérature blanche, opposée à la noire, puis ça évoque aussi, bien sûr, la collection blanche de Gallimard. Donc nous avons dans la salle H un secteur qui s'appelle la chambre jaune. Évidemment que le nom de la petite pièce que ça concerne vient du mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, qui a inventé le personnage de Joseph Rouletabille. J'étais très contente d'avoir son prénom cet après-midi, en révisant. Qui savait que Rouletabille s'appelle Joseph, hein. En 1907, voilà. Alors, il y a le polar, et ça fait une cote qui s'appelle Paul, POL, 84. Il y a 1709 ouvrages de polar, thriller, roman noir. Et puis, il y a aussi la collection dont s'occupe ma vieille amie et collègue Christine, que je ne vois plus, Christine Génin, qui, elle, s'occupe de la science-fiction et de la fantasy. Le tout étant d'expression française. Le prédécesseur avait plutôt eu à cœur de faire le substrat historique du polar et de la SF, et puis nous, on va un peu plus vers la modernité et vers l'ensemble des littératures francophones. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu les mauvais genres à la BNF, mais c'est peut-être un peu moins fréquent qu'un colloque sur l'histoire de la reliure, sur un auteur du XVIIe siècle, etc., etc. Non pas que je prenne ça de haut, puisque c'est le cœur de mon métier. Mais j'avais envie qu'on change un petit peu. Et puis, connaissant François, je me suis dit, ça va rouler. Alors, vous pouvez donc trouver de nombreux ouvrages dans la salle H, la salle G aussi, la salle des littératures étrangères, que je ne vais pas oublier. C'est richissime aussi dans Gallica. Dans Gallica Intramuros, ça c'est quand les auteurs sont plus récents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts depuis 70 ans. Bon, donc vous imaginez bien que dans la masse documentaire qu'on a à la BNF, c'est aussi sans fin. Mais c'est peut-être un peu moins facile parfois à repérer que les grands auteurs, comme on dit. Alors, les mauvais genres, c'est une expression qu'on emploie tous, je pense, grâce à toi maintenant, François, qui n'est pas toujours si facile que ça à définir. C'est un peu par opposition. On sait tous ce que c'est finalement, mais on aurait peut-être un peu de mal à donner une définition absolument nette. Bon, moi je parle en tant que littéraire, mais pendant ce cycle, on a à cœur de toucher d'autres arts et d'autres supports. La BD, le cinéma, les films porno, etc., etc. Alors au départ, je m'étais dit, on va voir 3 soirs, on va faire 3 genres. Polar, SF et peut-être érotisme. Et puis après, un soir, on a décidé de se voir pour commencer à travailler. On a eu exactement la même idée en même temps. On va plutôt mélanger à l'intérieur de chaque séance des supports et des arts, et à partir de verbes qui font concept. Donc, ce soir, c'est Trembler. La prochaine fois, c'est Jouir, le 14 novembre. Et le 12 décembre, ce sera Rêver. Comme ça permet de parler de bien davantage de choses que si on s'était concentré à chaque fois sur une spécificité de genre. Alors, je
je ne résiste pas, disons, à lire la définition que j'ai trouvée dans Wikipédia tout à l'heure, sur ta fiche, François. J'ai beaucoup aimé cette façon que tu avais de cerner l'ensemble de ces genres. Tu avais commencé par une émission en 91, qui s'appelait Bande à part, pendant 2-3 ans. Mais évidemment, tout le monde te connaît pour Mauvais genre, qui n'existe que depuis 1997. Alors ce matin, je réfléchissais à tout ça en me disant, finalement, qui dans cette pièce, j'appelais ça la sérendipité radiophonique. Vous savez, on rentre le samedi soir, on commence à se brosser les dents, puis on met sa radio, et on tombe sur qui à chaque fois? Sur François Aujelier, Les Mauvais Genres. Et on se dit, mais quelle est encore cette bande incroyable qu'il a invitée? Mais de quoi est-il en train de parler? Puis on raccroche les morceaux au fur et à mesure des interviews. Et donc, tes mauvais genres, je pense que la phrase est de toi, tu en dis, l'actualité de tous les genres les plus douteux, de toutes les disciplines les plus déviantes, histoire de permettre à l'imaginaire de pâturer tout son sou. Alors, avant d'aller pâturer tous ensemble, je tiens à remercier l'établissement qui a bien voulu céder à ma fantaisie, que je trouve malgré tout d'une certaine originalité. Je veux remercier Richard, notre ami des manifestations, qui est comme Rouletabille, on dit qu'il est trépidant, gentil, aimable, très patient, parce que reporter à l'infini des séances et des événements, c'est pas si facile que ça. Et puis, comme d'habitude, merci aussi à la régie qui aura travaillé ce soir pour le PowerPoint d'Antoine Guillot. Donc, puisque c'était ton mot que j'ai beaucoup aimé, pâturons. Et la parole est à toi. Pâturons, nous allons aller paître donc dans des champs empoisonnés et dans des pâtures inquiétantes. Je remercie Monique, je remercie bien sûr, bien évidemment la Bibliothèque nationale de France d'accueillir ce soir pour ce premier volet d'une trilogie vouée au mauvais genre, à la fois l'émission dont tu as parlé et puis l'équipe qui est là présente ce soir. La BNF a aussi son mauvais genre. Je crois savoir que Georges Bataille a été longtemps un fonctionnaire assidu et fort sérieux de la Bibliothèque nationale, et que quand on arrivait le matin pour consulter des volumes à Richelieu, ça mettait du temps à ouvrir parce que c'était Georges Bataille lui-même qui avait chargé d'ouvrir, et que il avait passé la nuit en des pratiques orgiaques, et que donc il se réveillait lentement, et que le retard était à craindre dans l'ouverture de la salle. Ça m'a été raconté par le philosophe Maurice de Gandillac. Et puis même, je n'ai pas oublié non plus, on avait fait une émission à l'époque, la grande exposition sur l'enfer de la Bibliothèque nationale, avec Éric Valbec, qu'on entendra dans les mois qui viennent, notamment pour la soirée Jouir. Prochaine fois. Éric Valbec, donc, qui avait participé à cette grandiose et magnifique exposition sur l'enfer de la BNF. Mais ce soir, donc, il est question de Tremblay, car en effet, Monique Calinon l'a dit, le mauvais genre ne se définit pas, le mauvais genre ne se réglemente pas, le mauvais genre n'est pas l'objet, je dirais, d'une démarche méthodique, c'est un sentiment, c'est une expérience qui se fait au travers de toute une série d'éléments particuliers, de vibrations singulières, d'ondes bizarres, dont le tremblement, la jouissance et le rêve en sont les plus fameux. Et donc ce soir, c'est Tremblay qui renvoie à la peur, qui renvoie à l'inquiétude, qui renvoie à la terreur. Et donc comment arrive-t-on à capter cette onde singulière de la peur? Comment arrive-t-on à l'enfermer dans une œuvre, enfin en tout cas à faire qu'une œuvre devienne le canal de la peur, que ce soit un texte littéraire, une bande dessinée ou un film? Alors c'est ce dont nous allons parler. On va tenter non pas d'en savoir plus, mais d'éprouver un peu plus précisément ce qu'est ce singulier sentiment du tremblement et de l'inquiétude. Et il avait fallu trouver 3 ambassadeurs à la peur, et j'ai trouvé ce soir, avec Monique Calinon, une ambassadrice et 2 ambassadeurs. L'ambassadrice, c'est Hélène Frappa, je vous demande d'applaudir. Hélène Frappa, normalienne, philosophe, spécialiste de Kant. Ça, c'est les origines universitaires. Et puis après, une autre aventure
a été la sienne, donc l'histoire du cinéma, la fiction, les romancières également, la traduction, l'abondamment de traduction pour Actes Sud. Et puis elle maintient quand même, Hélène, une démarche, une approche analytique et philosophique de thèmes qui ne le sont pas a priori, évidemment. Et son dernier ouvrage correspond tout à fait à la thématique que nous allons traiter ce soir. Le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes. Vous allez en savoir un peu plus en l'écoutant. Le gaslighting, c'est un concept philosophique qu'elle a forgé avec ce livre. Mais à l'origine, c'est un film parmi les plus inquiétants et les plus terrorisants du cinéma américain, Gaslight, de George Cukor, 1944, je ne fais pas d'erreur. Film avec Ingrid Bergman et Charles Boyer, où l'on suit les tentatives absolument diaboliques, méphistophéliques d'un homme pour noyer dans la terreur le psychisme de sa femme. Donc, Hélène Frappat est avec nous. Monique? Je vais ajouter, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais le moment est le bon, qu'Hélène nous fait l'honneur que la sortie de son livre soit justement aujourd'hui avec nous tous, et elle sera en signature à la sortie. C'est pour ça qu'on s'arrêtera vers 8h moins 10. Absolument. Autre, alors, ambassadeur de la peur, Antoine Guillot. Antoine Guillot, on l'entend toutes les semaines, le samedi à France Culture dans Plan Large. C'est Monsieur Cinéma de France Culture. Et c'est par ailleurs un éminent spécialiste et historien de la bande dessinée. Il a fait notamment une exposition avec Christophe Blain, je ne fais pas d'erreur. C'est un ami de Blutch, cette nouvelle génération de dessinateurs. Et je lui ai dit, parce qu'il fallait quand même trouver quand même un angle, un axe. On a beau être dans la terreur et dans ce que Henri Michaud appelait le ruissellement mercuriel de la peur, il fallait quand même trouver un axe de discours. Je demandais à Antoine de nous présenter la manière, l'art de faire peur en bande dessinée, mais il va émettre quelques objections et en tout cas apporter des précisions tout à fait intéressantes sur cet art de faire peur. Deuxième ambassadeur, Nicolas Martin. On l'applaudit. Antoine aussi. Nicolas Martin, qui a été longtemps donc producteur de l'émission scientifique du magazine quotidien d'actualité scientifique sur France Culture, et qui lui aussi, un peu comme Hélène Frappat, s'est orienté vers d'autres zones plus inquiétantes, qui sont la science-fiction, le fantastique, puisqu'il est auteur de nouvelles et bientôt d'un roman de science-fiction qui paraîtra aux éditions Le Diable Vauvert, qu'il est également scénariste, journaliste toujours dans le sein d'un podcast de critique cinématographique, et qu'il prépare un film qui, je vous rassure tout de suite, est parfaitement effrayant, n'est-ce pas? Terrifiant. Voilà. Donc avec cette ambassadrice et ces deux ambassadeurs de la peur et de la terreur, j'espère d'une part que vous éprouverez quand même un sentiment d'inquiétude violent, et qu'en plus de cela, vous en apprendrez un peu plus sur, eh bien, ma foi, la culture de la terreur, selon ces trois axes que sont la philosophie, le cinéma, la littérature et la bande dessinée. On va commencer avec vous, Hélène Frappat, avec le gaslighting. Alors, moi, je suis pas philosophe, je suis un lecteur assez assidu de littérature de l'imaginaire, et j'avais remarqué que dans le monde de la fantasy, il y a beaucoup de divisions, de départements dans la fantasy, aussi bien en littérature, en illustration qu'au cinéma ou en bande dessinée. Et il y avait les gaslamps ou le gaslight. Alors ça définissait la fantasy urbaine, un peu steampunk, d'inspiration victorienne, holmésienne, londonienne, tous ces romans qui plongent évidemment le lecteur dans l'inquiétude à base de brumes épaisses, de fog opaque, à base de réverbères à la lumière tremblotante, d'hôtels particuliers perpétuellement bouclés, fermés. Et je me rends compte que, effectivement, l'origine, vous l'avez, étudié là, fouillé, disséqué, c'est ce film de Cukor qui est tout à fait extraordinaire. Hélène Frappat. Alors, au départ, c'est une origine anglaise, c'est-à-dire, en effet, donc George Cukor, c'est un juif hongrois. Je dirais, enfin, je pense qu'on reviendra là-dessus. J'insiste particulièrement dans le livre sur le fait qu'il est juif et que sa famille donc est restée en Europe, une partie ayant été exterminée. Le film date de 1944 et le film donc de Cukor, Gaslight. Mais au départ, c'est
une pièce de théâtre anglaise, puis un film anglais. Et en effet, la version anglaise, c'est la version foguesque. Moi, j'adore les histoires de Fogg. J'adore la brute. Carpenter. Carpenter, je l'ai même demandé en mariage, c'est dire à quel point je l'aime. Pourtant, j'ai pas une passion pour le mariage, comme on pourra s'en rendre compte en lisant Gaslight. Donc, voilà, c'est ce moment, disons, entre chien et loup. Ce moment, d'ailleurs, j'avais pas mal rêvassé là-dessus pour mon deuxième roman qui s'appelle L'agent de liaison, sur le crépuscule, en fait, ce moment d'ailleurs où les forces armées lancent les attaques parce que la vision humaine baisse. Donc, c'est ce moment-là. Donc, ça correspond en effet à tout un imaginaire assez victorien. Alors, c'est une histoire conjugale au départ. Alors, l'histoire conjugale victorienne, elle raconte la société victorienne. Je suis pas historienne, mais je suis une grande lectrice. Et de ce que j'ai pu lire, pas seulement de Dickens, j'ai l'impression que l'époque victorienne a été une des plus terrifiantes pour le coup de l'histoire de l'humanité, notamment si on regarde le sort des enfants et des femmes, et que la littérature victorienne a été le témoin de ça. Enfin, si on pense à quelqu'un pas seulement comme Dickens, mais a été vraiment, ou un roman comme Jane Eyre, vraiment un témoin, terme qui revient beaucoup dans mon livre, puisque c'est une question cruciale. Alors, c'est cette histoire-là, sauf que quand Cukor s'en empare, ça devient tout à fait autre chose. C'est-à-dire que donc on est en 1944, il prend un plot, enfin une histoire victorienne qui est donc l'histoire de l'enfermement, de la captivité, l'histoire du mariage en fait traditionnel chrétien, contre lequel un autre Anglais, auteur de Paradise Lost, le poète Milton, s'était élevé pour adresser au roi une supplique contre le mariage chrétien. Enfin, c'était le seul, à vrai dire, le mariage chrétien. Mais enfin, le mariage traditionnel, pour une raison très précise, un reproche très précis que lui faisait Milton, qui était que ce mariage n'était pas une conversation. C'est-à-dire que il n'était pas une conversation à part égale entre l'homme et la femme n'étant pas un membre respecté, disons, de cette conversation, qui était plutôt un monologue. Disons que le mariage traditionnel chrétien était plutôt un monologue. Donc cette question-là, elle est vraiment ce qui hante toute cette histoire-là, sauf que quand Cukor va s'en emparer, je le répète, on est en 1944, donc on est à un moment où, en effet, la lumière, toute cette idée de faire... Donc la Gaslight, c'est l'éclairage à gaz. Il y a eu beaucoup de films, je pense soudain, en y pensant, ça n'a aucun rapport, mais quand même c'est très beau, et d'ailleurs ça a peut-être un rapport, parce qu'en général quand je fais des associations d'esprit, elles en ont un, c'est le film Meet Me in St. Louis de Minnelli, avec une scène extraordinaire dans un escalier de lumière à gaz qui sont baissées. C'est très beau au cinéma, cette mise en scène, donc de la lumière qui baisse. La lumière qui baisse dans la maison qui est le seul lieu de la femme, c'est un lieu de captivité, mais c'est le seul, ce foyer domestique où elle a une existence, je ne sais pas, mais enfin où il lui est, où elle peut avoir, disons, une existence. Et puis il y a dehors, dans le roman, je cite le début de la l'incipit du roman, de Jane Eyre, qui commence par It was impossible to take a walk that day. Il était impossible de sortir ce jour-là. Il était impossible pour une femme, en l'occurrence. C'est ça que le roman raconte. Et d'ailleurs, on peut relire, je pense, littéralement ce roman, qui est un de mes romans préférés, entièrement pour voir qu'à la fin, elle arrive à sortir, Jane Eyre, en fait. Mais enfin, au départ, elle est quand même complètement enfermée dans une petite chambre rouge, entre autres. Et par un Mary Bingham qui va être le Mary Bingham qu'on retrouve d'ailleurs dans Gaslight. Donc Cukor arrive, il reprend ce film et qui raconte donc l'histoire de lumière qui baisse dans une maison et de lumière qui baisse dans une raison. Donc c'est un homme qui est un assassin, qui a assassiné qui est obsédé par les bijoux. Il aime pas trop les femmes, il aime pas trop coucher avec les femmes, il aime pas trop embrasser les femmes. En revanche, il est absolument obsédé par les bijoux. Il a une sorte de tension sexuelle qui s'anime en lui dès qu'il est question de bijoux. Il a donc assassiné une cantatrice, et ça c'est très important, puisque c'est ce que Cukor va amener, entre autres. Donc une femme qui chante, qui a une voix publique. À une époque, si on revient à l'époque victorienne, où c'est probablement c'est
une des manières d'exercer une voix publiquement, sachant que dans mon livre, je fais toute une généalogie de cette question de la voix, puisque la question, disons, de l'expression publique des femmes, qu'on peut traduire philosophiquement dans l'Antiquité par, disons, l'accession au logos, en vérité, les ennuis commencent bien avant le logos, hein, c'est-à-dire qu'ils commencent avec le son même de la voix des femmes, et le fait qu'historiquement, le son de la voix est genré, en fait. C'est-à-dire que le son, ça c'est Aristote, hein. Plus précisément c'est une élucubration d'Aristote, qui est une élucubration philosophique, scientifique totale, hein, qui consiste à élaborer toute une théorie absolument farfelue à partir d'une analogie qui ne tient pas debout philosophiquement, hein. L'analogie, il est assez obsédé par les tisserands, enfin on traduit mal par tisserand, mais c'est les tisserandes en vrai. Donc une analogie entre les poids des métiers à tisser et puis les testicules qui descendent et qui donc qui garantissent une voix grave aux hommes, et qui vont par cette voix grave, j'ai du mal c'est tellement, farfelu, si vous voulez, il y a tellement aucune rigueur de raisonnement là-dedans que j'ai du mal à restituer le raisonnement, parce qu'il n'y en a pas. Donc, à partir de cette analogie, il va en déduire que les voix qui ne sont pas graves n'ont pas la suprématie. Seules les voix graves ont la suprématie. Donc, sont exclus de la suprématie les femmes, les eunuques, les homosexuels et les calamites, c'est-à-dire en fait les jeunes gens qui sont entretenus par des hommes plus âgés. Voilà la théorie aristotélicienne. Alors elle pourrait paraître comme ça, bon, elle est clairement tout à fait tirée par les cheveux. Elle est le signe d'une obsession folle qu'a Aristote, et qui n'est pas liée à l'époque, à part que j'aime pas tellement Enfin, quand on dit c'est lié à l'époque, j'ai toujours trouvé que c'était complètement idiot, voire assez criminel, parce que d'abord ça veut rien dire philosophiquement, et puis en plus à chaque époque il y a toujours eu comme tu le montres dans ton livre sur Bernanos, qui montre qu'on peut pas réduire, enfin ça n'a pas de sens plus ou moins à la même époque, disons à la louche. Platon n'a pas du tout ce contre-fou des femmes, je pense, en réalité c'est pas du tout son sujet c'est les philosophes. Les femmes peuvent même l'être. Chez Aristote, il y a une véritable obsession. Le truc, c'est qu'elle va quand même nourrir un certain nombre de choses historiquement, notamment les lois de Solon, et que cette question de la voix, dans son genre, qu'on retrouve dans dans beaucoup de textes de la littérature grecque, hein, qu'on retrouve chez Sophocle. Alors, chez Sophocle, c'est plus ambigu, qu'on retrouve chez Homère. Cette idée qu'il faut faire taire cette voix qui est repoussante, terrifiante, aiguë, effrayante, monstrueuse. Je cite beaucoup d'adjectifs homériques ou autres. Elle va être, à mon avis, à l'origine de cette question de la chanteuse. La chanteuse, donc, qui est cette figure semi-publique, qui, dans le film de Cukor et dans la pièce anglaise, est une figure en même temps ambiguë, c'est-à-dire de semi-prostituée, mais en même temps un peu anoblie, hein. Pourquoi semi-prostituée? Elle est entretenue par un roi qui lui offre des bijoux, et ces bijoux, elle peut pas les montrer. Je reviens aux bijoux. Elle peut pas les montrer parce que elle est la maîtresse du roi, donc elle est pas censée officiellement être la maîtresse du roi. Ils valent très cher, elle peut pas les vendre. Donc il y a quelque chose de très fort là-dedans, dans cette idée d'une forme d'impuissance totale qui est exhibée sur scène et qui va conduire à sa mort, puisque donc la tante de Ingrid Bergman dans le film est assassinée. Elle est étranglée, donc sa voix est complètement étranglée, littéralement. Et son assassin, la police clôt l'enquête, ce qui rappelle beaucoup d'enquêtes closes qui concernent des féminicides, pas seulement à l'époque victorienne. Et sa nièce, qui elle-même veut être chanteuse, hein, et qui n'arrive pas à chanter, va épouser donc cet homme qui est déjà marié par ailleurs. Là, je me lance mais ce film est un trésor en fait. Donc, pourquoi j'ai parlé du nazisme et pourquoi c'est une obsession, et quel est le lien entre les méchants maris et les méchants nazis? Parce qu'il y en a un, je pense, pas juste dans mon obsession à moi. C'est la question du changement d'échelle en fait. C'est-à-dire, c'est la question de la terreur, hein, dans l'espace domestique, l'espace conjugal, qui est donc en effet représenté. C'est très beau ce terme de trembler, parce que les lampes à gaz, ça tremble. Hein, c'est comme ça, c'est une lumière qui tremble. Toute la question, ça va être l'élucidation. Comment dire, généalogiquement, l'élucidation, c'est faire revenir la lumière, hein, lux. Et puis faire revenir la lumière au sens, tu parlais de Kant, effectivement, je fais une thèse sur Kant, qui est quand même l'auteur qui a inventé la notion de sublime dynamique. Donc
probablement un des plus grands lieux de tremblement de l'être humain, de terreur, et en même temps de moments où une forme de une émancipation, pour parler en termes kantiens, va pouvoir ressurgir dans cette expérience de la terreur. À l'instant où je dis ça, je me rends compte que c'est exactement ce que j'ai voulu faire dans ce livre. C'est-à-dire, effectivement, montrer comment Cukor va, dans ce contexte qui repose sur une expérience collective des femmes, c'est-à-dire qui repose sur la terreur des femmes dans le mariage traditionnel. C'est un homme qui regarde sa femme et par exemple, il lui offre une broche. C'est un homme, en fait, qui rend folle, qui tente de rendre folle une femme qui est parfaitement saine d'esprit. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que c'est hyper facile, en fait. C'est-à-dire que c'est une femme qui est très intelligente, qui a du capital à tout point de vue, qui est plutôt indépendante, qui est une héritière, qui est et en 2 secondes, avec un scénario d'une pauvreté totale, qui consiste à la regarder en lui disant « Je te trouve un peu fatiguée », donc il lui offre une broche. « Tu portes pas la broche que je t'ai offerte ?» Mais ça marche pas quand on regarde un homme, mais quand c'est effrayant de voir à quel point, moi je l'ai fait en écrivant ce livre des centaines de fois avec des femmes, ça marche à tous les coups. Et je veux dire qu'il y a quelque chose de très déchirant. Ça marche avec moi encore tout à l'heure, François, qui est génial, me l'a fait, et ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a un vacillement. C'est-à-dire qu'il y a un vacillement dans le regard. Moi, je trouve ça déchirant, je le dis, dans le regard de la femme. Il y a un doute qui arrive. Il y a un doute qui s'installe. Mais j'ai oublié. Mais est-ce que je serais pas folle, en fait? Et ce scénario, comme je le disais, qui est vraiment pauvre, la question c'est pourquoi des millénaires de femmes, pourquoi cette crédulité, en fait? Pourquoi cette crédulité? Et moi, je m'intéresse du coup à la question de la crédibilité, c'est-à-dire que ce qui est attaqué là-dedans, en réalité, le doute porte sur la crédibilité. Et l'effroi terrible, la plus grande terreur qui s'installe, c'est dans l'idée de n'être pas cru. Idée qui remonte, alors s'il faut remonter à l'origine, à la première figure, disons, de celle qui a été terrifiée de ce point de vue-là, c'est Cassandre, c'est-à-dire cette... Il n'est jamais cru. Pardon ? Il n'est jamais cru. Voilà, Apollon fait qu'elle ne soit jamais crue. Voilà, en fait, c'est une femme qui est belle, donc on peut dire qu'elle est belle, mais les ennuis commencent. C'est-à-dire que c'est une femme qui est belle, donc elle est donc. Encore une fois, c'est un donc sans rigueur de raisonnement, mais il a une rigueur historique, ce donc. Enfin, il n'y a pas une rigueur, il a une ancienneté, disons. Donc, elle est convoitée par Apollon. C'est le seul exemple de femme qui ne soit pas violée. Il y en a qu'une, c'est Cassandre. En général, jamais le dieu ne dit « tu es vraiment très belle, est-ce que je pourrais coucher avec toi ?» Il la viole, point final. Il se change en cygne, il se change ou il se change pas, mais bon. Là, il lui demande... elle dit non, en fait. Donc non, je n'ai pas envie de coucher avec toi. Et pour l'attraper, pour la séduire, pour la baiser, il lui a donné un don, qui est de dire la vérité. Un don, il faut le lui donner parce que la vérité n'est pas faite femme. Et quand elle dit non, il dit bon, je ne peux pas retirer le don. En revanche, je vais l'assortir d'un codicille. C'est que tu diras la vérité, mais tu ne seras jamais crue. Cassandre, elle est membre de la famille des Atrides. Autant dire, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, que c'est vraiment des meurtres, des incestes, des crimes. C'est 24 heures sur 24, les Atrides. C'est le principe. Donc, ne pas être crue quand on dit, comme dans chez Échille, qui en a fait une tragédie sublime, qu'elle voit horreur, le sang, etc. Et qu'on lui répond, bon, les prophètes, là, on en a assez entendu. Elle va mourir très jeune, d'ailleurs, ça sera la seule prophétesse, le seul prophète qui mourra très jeune. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est extraordinaire dans cette histoire de Cassandre, c'est que originellement, la question de la parole de la femme est liée à son corps, ce qui n'est absolument pas le cas pour la parole masculine. Là, il y a un lien qui est fait, organique, de même qu'Aristote fait un lien organique entre le son et ce qui est dit. Le son et la suprématie.
Donc toutes ces questions-là, elles sont présentes dans la maison hantée. Elles sont là. Elles font que lorsque la lumière baisse, et sincèrement, Charles Boyer, enfin, qui est un acteur sublime, je l'adore, mais son personnage, c'est vraiment un pauvre type. C'est-à-dire, bon, il est, comme je le disais, il est bigame, il ment pas très bien, il a pas un rond, il se fait complètement entretenir. Enfin, il est pas vraiment en position de force, mais en 2 secondes, il va réussir à faire se recroqueviller cette sorte de grand lys sublime qui est Ingrid Bergman, qui va bégayer, ne plus réussir à parler du tout, finir par se taire complètement, et se laisser entièrement entamer cette première maison fondamentale qui est celle de notre moi. Donc c'est vrai que, comment dire, moi donc j'ai fait beaucoup effectivement de philosophie il y a longtemps. Moi j'ai toujours, j'ai jamais séparé ni la philosophie ni la littérature que j'ai commencé à écrire des livres, des nouvelles, des trucs depuis que j'ai 7 ans, depuis que j'ai essayé de lire et écrire, ni le cinéma où j'allais. Et à l'époque, académiquement, quand j'ai fait une thèse de philo, d'un grec de philo, c'était pas, bon, c'était mal vu, disons, c'était très mauvais genre, pour le coup. Mmh. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré François, on s'est rencontrés à l'occasion d'un roman gothique que j'avais écrit, et François, qui est quelqu'un d'une érudition, d'une merveilleuse érudition, mais une érudition sans aucune frontière de genre. Voilà, j'ai trouvé que là, c'était le pays, moi, qui était le mien aussi. Et ce livre Gaslight, vraiment, pour le coup, pour citer Bataille, tu le citais, il recolle tous les morceaux de ce que j'ai pu être et faire. C'est-à-dire, vraiment, le cinéma, c'est un lieu de pensée, c'est un lieu qui anticipe politiquement énormément de choses. Je pense que ce film Gaslight, c'est pas juste un chef-d'œuvre. Il a été reconnu d'ailleurs par la bibliothèque du Congrès états-unienne comme une œuvre, une des grandes œuvres qui comptent dans l'histoire de l'humanité. Effectivement, il dit quelque chose aussi du nazisme tel qu'il est une des plus grands moments de terreur de l'histoire de l'humanité, mais que c'est pas un moment qui s'est achevé, en fait. C'est un moment qui continue à travers ce qu'est le gaslighting, c'est-à-dire en fait la destruction méthodique du langage humain. Donc en fait c'était ça. Je pense que la plus grande terreur, elle est là en fait. Oui, destruction du langage humain. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point, par instinct, puisque le personnage n'est pas très brillant intellectuellement, cet ancien pianiste accompagnateur d'opéra qui est joué par Charles Boyer arrive à déstructurer le mental d'Ingrid Bergman avec, alors on parle de la peur, du tremblement, la manière dont il insinue la peur dans le mental de sa femme à coups de petites remarques, mais c'est toute une rhétorique de la terreur qui est mise en place, mais qui tient à rien. Il n'y a pas besoin de lever les bras au ciel et d'entamer des proférations maléfiques ou des incantations infernales pour plonger Ingrid Bergman dans la terreur. C'est simplement des décalages, des pressions, des petites... Et là, brusquement, c'est un peu comme l'acupuncture, il plante les épingles de la peur au bon endroit et brusquement, le démantèlement commence dans l'esprit d'Ingrid Bergman. Et ça, c'est analysé avec infiniment de rigueur par Hélène dans son livre sur le gaslighting. Alors, on a un point de départ avec le cinéma et la philosophie. On va continuer avec vous, Antoine Guillot. Alors là, on est dans l'image qui bouge, mais l'image immobile. On est dans le petit interlude pictural de cette conférence. Et en plus, je me réjouis parce que d'habitude, chez toi, François, on parle beaucoup de bandes dessinées, mais on les voit jamais. En tout cas, les auditeurs, les auditrices ne les voient pas. Donc alors là, je vais me régaler. Je vais vous en montrer plein. Il faut réfléchir d'ailleurs à un dispositif. Les gens verraient sur le site. Non, il faut pas, parce qu'évidemment, tout passe par l'imaginaire dans cette émission, et on le verra aussi dans la bande dessinée. Alors effectivement, tu m'as demandé de réfléchir un peu sur la peur dans la bande dessinée. Comment est-ce qu'on dessine la peur? Et surtout, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut avoir peur en lisant une bande dessinée, comme on peut avoir peur en voyant un film de terreur ou en lisant un livre qui va nous hanter toute la nuit. Alors,
La réponse est oui, non, peut-être, parfois. On va voir comment. Alors déjà, on va commencer par quelque chose qui n'est pas de la bande dessinée, mais qui est de l'illustration. Et la peur, ça peut se dessiner en tant que concept, presque. Et je vais commencer en appuyant sur mon petit bouton sur ce livre admirable qui a été publié récemment par les éditions Cornelius, La Symphonie de la peur de Gus Boffa, mais qui est en fait un vieux livre puisqu'il date de 1937. En 1937, Gus Boffa va dessiner ces terreurs, mais les terreurs de l'humanité depuis quasiment le début, depuis avant même l'humanité, parce que ça commence avec des dinosaures. Et Gus Boffa est quelqu'un qui a vécu la guerre de 14, qui en a été très marqué dans sa chair, et qui en 1937 sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Et ce qui est passionnant avec ce livre, c'est qu'il pressent l'apocalypse qui va venir. Tu parlais de nazisme à l'instant, et en même temps, comme il réfléchit sur la peur, ça résonne avec nos peurs contemporaine de manière assez étonnante. Alors ça commence par exemple au Moyen Âge. Vous avez cette peur errante dans les villages. Vous avez la peur de voir arriver au loin une horde de soldats. Oui, c'est quelque chose qui est très parlant, par exemple. En ce moment, quand on est un paysan, la peur chez soi des ruelles obscures qui hantent ces rues et qui va venir peut-être nous égorger la nuit. Les peurs quotidiennes. Et puis vous avez les peurs modernes. Alors là, ces troubles nerveux aux approches de l'an 2000, vous avez la masse qui apparaît. Et ce que pressent très bien, par exemple, Gus Boffa, c'est le totalitarisme, c'est-à-dire la puissance de la masse et l'utilisation de la masse par des pouvoirs qui ne nous veulent pas du bien. Par exemple, vous avez ici, là, on a l'impression d'avoir un meeting à Nuremberg, qui est tout à fait inquiétant. Et puis aussi quelque chose qui est beaucoup plus métaphysique, qui est la peur de la dépersonnalisation. Enfin, c'est le doppelganger. On ne sait plus trop où on habite. Et tout d'un coup, moi, j'ai lu ce livre. On était en pleine épidémie du Covid. Et vous avez cette image, par exemple, qui est tout à fait frappante. Voilà, des foules masquées. Alors, on a à la fois la pollution, la planète qui fout le camp, et puis ces visages qui n'existent plus. Alors, la peur, c'est quelque chose qui fait vendre aussi beaucoup en bande dessinée. Ça a été un fonds de commerce d'une maison d'édition américaine qui s'appelait EC Comics, qui après-guerre a fait toute une série de journaux, des contes de la crypte à The Vault of Horror, etc., qui ont posé un peu des canons de la représentation de la peur et qui a marqué beaucoup d'abord, on y retrouvait des très très grands dessinateurs qui après iront créer MAD, par exemple, comme Wallace Wood, Jack Davis, Harvey Kurtzman, Will Elder et d'autres, qui aura une immense influence sur des grands dessinateurs, auteurs américains comme Frank Miller, Alan Moore ou Art Spiegelman, mais aussi sur Stephen King. Stephen King vient entièrement de la lecture de tout ça quand il était gamin, et David Cronenberg et George Romero se revendiquent aussi. George Romero fera même avec Stephen King une adaptation de ce genre d'histoire avec un narrateur et des histoires tout à fait horrible. Ça n'aura qu'un temps, rassurez-vous, puisqu'en 1954, un psychiatre, Frédéric Wertham, va publier un livre qui s'appelle Seduction of the Innocent, qui va se plaindre que vraiment dans les comics américains, on tue à chaque page, et que ça a un effet tout à fait néfaste sur les jeunes lecteurs, puisqu'on le sait bien, alors à l'époque c'était les comics, maintenant ce sont les jeux vidéo ou Internet, ce sont parce qu'on lit ce genre d'horreur qu'on passe à l'acte immédiatement. Donc, pour la petite histoire, c'est ce qui créera en fait le code de censure des comics, le Comics Code Authority, à partir de l'interdiction de ces livres-là, ou en tout cas pas totalement interdit, mais s'il n'y a pas le petit sceau du Comics Code comme il y aura comme il y avait eu avant au cinéma, et le code de censure des comics n'a rien à envier au code Hays. C'est quelle année? Ça, c'est 1954-55. C'est à ce moment-là. Vous pourrez pas mettre, en fait, vos comics dans les drugstores. Et c'est là que ça se vendait, les comics. Alors, ça durera une petite dizaine d'années. On verra qu'après, heureusement, tout ça reviendra. En tout cas, ça marquera notamment une grande autrice américaine qui s'appelle Emile Ferris. Je sais pas si vous avez lu ce livre magnifique qui s'appelle Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, et qui va réimaginer des couvertures de magazines fictifs où vous voyez
toute une série de monstres. Retenez cette phrase, moi ce que j'aime c'est les monstres, parce qu'on va on va y revenir. Et puis ça va renaître après ça durera à peu près 10 ans en fait, cette histoire de Comics Code Authority, même s'il n'a été abrogé que très récemment, mais grâce à l'underground, grâce à la contre-culture, des magazines comme Eerie ou Creepy vont faire revenir ça et révéler une nouvelle génération d'artistes comme Bernie Wrightson, que vous voyez ici, ou Richard Corben, qu'on verra plus tard. Alors, je ne savais pas que vous alliez commencer cette rencontre avec du Edgar Poe. Là, vous avez 2 adaptations d'images d'histoire d'Edgar Poe, et donc vous voyez ces visages révulsés que je vous avais montré tout à l'heure. Je vous ai pas dit, mais ce qu'on a vu au début avait été exposé au Centre Pompidou, donc c'est dire si les mauvais genres sont partout. Maintenant, tous ces visages de la peur, donc vous voyez la découverte de l'horreur, on est toujours révulsé. La vraie question, c'est est-ce que vous avez peur en lisant tout ça? Et ça, là déjà, je n'en suis pas sûr. C'est-à-dire qu'en fait, la grande force, et c'est ce que raconte Émile Ferris dans Moi ce que j'aime, c'est les monstres, c'est qu'en fait, le lecteur à l'époque et encore maintenant s'identifie aux monstres avant tout. C'est-à-dire que généralement, ces affreux normopathes qui sont victimes de ces monstres, on les trouve tout à fait lamentables. Ils nous rappellent nos parents. Nous, on est plutôt du côté, quand on est adolescent, mais on est toujours un peu adolescent quand on lit ces histoires, on est du côté du corps mal formé, de celui qui trouve pas sa place, et en fait, ils sont beaucoup plus séduisants. Ça, c'est une première chose. Ça tient aussi au mécanisme même de la bande dessinée. C'est-à-dire que vous avez peur, mais quand se commet un meurtre, un crime dans la bande dessinée, non seulement vous aimez le monstre, mais le monstre c'est vous, et c'est vous qui agissez. Pourquoi? Parce que la bande dessinée ne fonctionne que sur l'ellipse, et que, alors voilà, autre exemple, Richard Corben, bel exemple de monstre. Je vous le donne encore, mais je vais un peu accélérer, sinon je vais vous faire toute la soirée. Voilà. Petit exemple, petit moment théorique de la bande dessinée grâce à notre ami Scott McCloud, qui avait publié donc ce Understanding Comics, l'art invisible en français. L'art invisible, en fait, c'est ce qui se passe entre la vignette de gauche et la vignette de droite. C'est ce qui se passe dans cet espace blanc qu'il appelle la gouttière en anglais, qu'en français ça a été traduit par caniveau. J'aime beaucoup cette idée qu'il y a un caniveau dans lequel se passent les choses les plus sombres, et par donc un système mental que lui appelle closure, et alors là qu'on a du mal un peu à traduire, ce qui fait que en fait, bon, qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 séquences? En fait, c'est chacun de vous avait la solution, mais en tout cas, si vous pensez que l'homme au premier plan est décapité par la personne au second, c'est vous qui avez abattu la hache. Et de ce fait, vous êtes quand même toujours du côté du monstre, et vous êtes quand même toujours du côté de l'arrière-plan et pas du second. Et ça, c'est un mécanisme que je trouve tout à fait passionnant dans la bande dessinée, qui fait qu'on pourra peut-être jamais vraiment avoir peur. Alors je disais, la peur c'est quelque chose de commercial, c'est un principe même qui va vous faire acheter, qui a été développé, alors c'est la grande tradition du feuilleton, à l'époque où les bandes dessinées étaient prépubliées. Je prends un exemple canonique, vraiment le classicisme franco-belge par excellence, le Lotus Bleu. Le Lotus Bleu de Hergé est prépublié dans le Petit 20e, ça dure longtemps, c'est du 9 août 1934 au 17 octobre 1935, donc plus d'un an, 1 an et 3 mois, pendant lesquels chaque semaine il s'agit quand même de faire acheter le journal. Ou en tout cas que le petit dise à ses parents, est-ce que tu peux m'acheter le journal, parce que je voudrais bien savoir ce qui arrive à Tintin. Donc le moment où on a peur dans la bande dessinée classique, principalement franco-belge, c'est toujours dans la dernière case en bas à droite. Pourquoi? Parce qu'après, il faut attendre une semaine pour savoir, je vous l'ai agrandi, mais que veut ce Chinois à ce brave Tintin qui se promène tranquillement dans la rue? Alors, réponse la semaine suivante, en fait, il veut le sauver parce qu'on va le mitrailler. Mais à la fin, le même Chinois lui tire dessus. Mon Dieu, que va-t-il arriver à notre ami Tintin? Mais en fait, il s'agit de faire exploser la tasse de thé. On saura après qu'il y avait du poison dedans et qu'en fait, il voulait lui sauver la vie. Et alors, il va utiliser ça, le personnage s'appelle Didi, c'est un personnage important parce que pendant la première partie du livre, il essaye de lui sauver la vie, et après il n'aura de cesse que de lui couper la tête. Pourquoi? Parce qu'on lui a inculqué le poison qui rend fou, le fameux Rajaija, et il se prend pour Lao Tzu.
C'est-à-dire qu'il veut, en tout cas, il cite beaucoup Lao Tse. Il dit il faut trouver la voie, et pour trouver la voie, il faut couper la tête. Donc très régulièrement, à la fin, toujours en bas à droite, je vais d'abord vous couper la tête, ensuite vous connaîtrez la vérité. Avez-vous trouvé la voie? Non. Bon, alors je m'en vais vous couper la tête. Encore, dit Tintin, mais c'est pas fini. Cette fois, c'est à Milou qui l'en veut, mais que me veut-il celui-là? Il veut te couper la tête, et ça va finir encore. Regardez comme cette lame coupe bien, et à la fin, il va essayer de couper la tête de tout le monde, mais heureusement, il est sauvé à chaque fois. Voilà. Ce principe de toujours mettre quelque chose à la fin, c'est devenu presque un gag. Mais ça a été réutilisé beaucoup, y compris quand il n'y avait plus de prépublication. Mais je prends 2 exemples, par exemple, de retour de BD néoclassiques dans les années 80, les Innommables, excellente bande dessinée de Yann et Conrad. Vous voyez, vous avez ce même effet à la fin. Alors il se trouve que c'est un vieillard qui est censé être mort dans un lupanar à Hong Kong, et au moment où il s'apprête à le balancer à l'eau, il se réveille. Roseau Fleuri, où es-tu passé? Vous avez le même principe ici, une autre aventure des Innommables, et là encore, entre ces 2 cases en bas, c'est vous qui vous imaginez ce qui a pu arriver à ce malheureux soldat cerné par des Japonais réduits à l'état de zombies dans la jungle. Petit exemple, encore une aventure de Spirou, très belle fin, on ne sait pas ce qu'il voit, c'est l'horreur. Voilà. Magnifique, Machine qui rêve. Machine qui rêve, le Spirou réaliste. Le Spirou de Philippe, enfin inspiré de Philippe Cadic. Exactement, de Tom et Jean-Ry. En fait, pour la petite histoire, on dit ce qu'il voit ou pas? Il voit des clones. Voilà. Ça encore, ça prévoit ce qui va nous arriver. Alors, c'est devenu tellement un gag que dans le dernier Lapino, Lewis Trondheim va s'en amuser beaucoup. C'est un livre qui ne repose, alors là pour le coup, que sur ça, c'est tout muet, et ça ne repose que sur vous avez peur, mais en fait c'est rien du tout. Donc là, vous imaginez, cette main griffue qui arrive, eh ben non, hop, c'est un arbre dans la forêt. Ce grizzly sur la route, ah ben non, en fait, c'est un panneau publicitaire. Mon Dieu, mon ami Richard m'envoie un selfie, il est poursuivi par une horde de zombies. Ça y est, il va se faire bouffer, et en fait non, évidemment, c'est une parade de zombies dans le zombie world. Voilà. Tout ça est très rigolo. Alors, la peur, ça peut être aussi un running gag très efficace. Calvin et Hobbes, si vous n'avez jamais lu Calvin et Hobbes, précipitez-vous dessus. C'est le chef-d'œuvre absolu de la bande dessinée américaine. Alors, pour la petite histoire, donc c'est un garçon qui a un tigre. Tout le monde croit que c'est un tigre en peluche, mais lui, il sait que c'est un tigre terrible et féroce, qui est par ailleurs son meilleur ami. Et chaque fois qu'il rentre à la maison, le grand jeu du tigre, c'est de lui sauter dessus. Pour lui faire peur. Donc vous voyez différentes façons, et ça reviendra très régulièrement dans les histoires, différentes façons d'exprimer la peur. La première fois, c'est la peur par la surprise. La deuxième fois, c'est la peur parce que je sais ce qui va m'arriver. Et là, c'est encore peur tout à fait surprise. Le gag, ça devient quand on retourne la peur et que c'est lui qui arrive à faire la peur au tigre à la fin. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais on n'a toujours pas peur, on trouve ça très drôle, on s'amuse de la peur. Pourquoi je vous montre ces images d'enfants? Parce qu'en fait, évidemment, on a vraiment peur que quand on retrouve nos émotions d'enfance et nos peurs terribles qu'on a pu avoir, par exemple le soir quand vous vous couchez, que les parents sont partis et que les monstres commencent à sortir de sous le lit, ces monstres qui ressemblent au cauchemar de Fuseli, c'est toujours Bernie Wrightson qu'on retrouve. Je vous avais parlé de eerie et creepy tout à l'heure. Alors ça, c'est la peur imaginaire, mais il y a les peurs réelles de l'enfance qui sont encore peut-être les pires. Carlos Jiménez a raconté son enfance dans un orphelinat à l'époque franquiste, et alors là, on est vraiment dans l'horreur. Par exemple, si vous faites pipi au lit, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de l'alcool dans un seau, on va mettre le feu à l'alcool et on va vous asseoir dessus, ça vous enlèvera l'envie. Et la progression ici de la peur, on n'a plus du tout envie de rigoler. C'est la peur du noir aussi qui est la grande peur de l'enfance. On va bientôt s'arrêter. Moi, personnellement, ça c'est le petit moment gonzo de cette conférence, j'ai été terrorisé enfant par ces images que j'ai retrouvées dans l'exposition Druillet qu'on avait visité ensemble, François, et j'étais pris de la même terreur que j'avais à l'époque. Alors pourquoi ça m'a fait peur? Je sais pas si ça m'évoquait le dentiste. Ces moments où des morceaux de métal vous rentrent dans la chair, mais voilà, si vous voyez ça à 5 ans, c'est un peu tôt pour lire Delirius de Jacques Loeb, mais ça marque quand même pour une vie. Terreur de l'enfance encore, et alors là ça devient intéressant, on va commencer à tamiser un peu la salle si vous voulez bien, Monsieur Laurent. On n'a jamais peur
comme lecteur que de ce qu'on ne voit pas. Mais ça, c'est pas aux éminents spécialistes d'aliens que je le raconterai, mais évidemment, ça vient très très peur quand on est dans le noir et qu'on ne voit rien. Thomas Hoth creuse le noir avec la carte à gratter, il fait apparaître un peu de lumière, mais vous ne saurez jamais ce qu'a vu cette petite fille, et c'est certainement ce qui est le plus terrifiant. Enfin, quand il montre ce qui est terrifiant, il y arrive pas mal aussi, hein, Thomas Hoth. Méfiez-vous de ce qu'il y a dans le rétroviseur de vos voitures. Alors on va finir par un dernier exemple. Il s'agit de Bastien Vivès. C'est un livre pour enfants. Et alors, si je mets dans la même phrase Bastien Vivès et enfants, je vois qu'il y en a déjà qui ont très peur. C'est en tout cas quelque chose qui explore très bien ce principe d'obscurité et de terreurs enfantines. Alors là, je voudrais un noir total, si vous le voulez bien, si c'est possible, parce que tout ça est très joli. Donc, le livre s'appelle Attention, chien méchant. Donc, vous vous attendez à ce qu'il y ait un chien méchant, hein. Donc on est dans la lande, la nuit. Alors le tout est en caméra subjective, on dirait au cinéma, éclairé par une lampe de poche vacillante. Ce qui est toujours pas très réjouissant. Il y a un peu de son, il y a ce chien, voilà, et puis il y a un puits. Et quand on s'approche du puits, il y a des enfants dans le puits qui vous appellent à l'aide, qui aimeraient bien sortir. Ça tombe bien, il y a une corde à côté. Vous leur jetez la corde, vite, vite, dépêchons-nous. On grimpe. Vous êtes prêts? Ouh! J'ai trouvé ça formidable de faire un livre pour enfants comme ça, qui se termine par la terreur. Vous jetez votre lampe, vous n'avez plus aucun espoir, vous n'avez plus qu'à fuir. Voilà. Alors je vous remets un peu de lumière sur la fin. Ce sont des attitudes de la peur dessinées par le grand Will Eisner, qui lui aussi a fait de la théorie de la bande dessinée. Et si jamais, voilà, vous voulez partir en courant, c'est le moment. Voilà, merci Antoine Guillot pour cette méthodologie de la terreur graphique. La case retour à la case terreur, où existe-t-elle vraiment? On ne sait pas. Alors on va terminer avec vous, Nicolas Martin. Les images qui bougent. Absolument. Je pensais à propos de Gaslight au roman Robe de mariée de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre prix Goncourt, qui a écrit un polar incroyable, qui est divisé en deux parties, dont la première partie décrit comment une femme, chez elle, d'un seul coup, devient folle parce que ses affaires changent de place. Et petit à petit, elle perd complètement pied jusqu'à un événement dramatique. Et c'est exactement ce principe-là. Et quelqu'un déplace ses vêtements ? Non, mais dis-le. Quelqu'un vient chez elle et la rend folle. C'est vraiment exactement le, ouais, c'est un gaslight book qui va très très loin dans l'horreur et dans la terreur que ça suscite, vraiment. Okay. Et dans le vertige. Robe de mariée au masculin marié. C'est vraiment très bien. Alors du coup, moi, c'est évidemment très très difficile en 10 minutes. Il me faudrait là aussi 3 heures pour vous parler de ce que c'est que la peur au cinéma. Donc j'ai pris quelques jalons dans ma propre cinéphilie et j'imagine dans la vôtre. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement trembler, la terreur, c'est l'essence même, c'est le point de départ de ces images animées. Hein. Vous savez que le cinéma, c'est un art forain. On va dans des baraques voir des images en mouvement, comme on va voir l'homme se transformer en gorille, comme on va voir la femme araignée qui tricote sa toile avec des trucages qui vont être d'ailleurs immédiatement repris pour faire les premiers films qui vont tâcher de représenter, de susciter une forme d'effroi en représentant des réalités qui ne sont pas vraisemblables, de montrer un réel qui n'est plus réel avec le cinéma de Méliès. Et c'est intéressant parce que le cinéma de ces images en mouvement, c'est construit même sur une légende que vous connaissez certainement, qui est la fameuse légende de la projection initiale du film des Frères Lumière, l'entrée du train en gare de la Ciotat, dont la légende raconte que les gens se sont enfuis en hurlant de terreur. C'est une légende, hein, ça n'a pas été le cas, parce qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils pensaient que le train allait traverser l'écran et les écraser. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un rapport, un article d'un journaliste dans Der Spiegel, d'un journaliste allemand, Helmut Karasek, qui dit « Ce court-métrage a eu un impact particulièrement durable. Oui, il a provoqué la crainte, la terreur et même la panique. » Donc on voit bien que dès le départ, il y a dans l'image animée cet élément de stupeur, d'effroi, on ne comprend pas, et ça va être intéressant pour les effets spéciaux, on ne comprend pas comment on peut voir ce qui se déroule sous nos yeux, comment cela a pu être créé par les artifices que le cinéma initial et par la suite le cinéma fantastique et le cinéma d'horreur va déployer pour créer ces réalités terrifiantes.
Et du coup, il y a quelque chose d'essentiel, de paradoxal et de passionnant quand on s'intéresse au cinéma de la peur, au cinéma fantastique, c'est que finalement, le cinéma a pour ambition, mais comme les autres arts, mais peut-être le cinéma en tant qu'art populaire qu'il deviendra un peu plus que les autres, de susciter l'effroi, de susciter un effroi collectif, c'est-à-dire qu'on va avoir peur ensemble. On va avoir peur. On n'est pas comme avec un livre isolé dans son lit sous sa couette avec la lampe de poche à avoir peur, comme quand je lisais les premiers bouquins de Lovecraft et que j'étais terrorisé en entendant les pas dans le cauchemar d'Innsmouth des profonds qui suivent et qui poursuivent le personnage principal de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel avec juste le bruit et l'odeur. Et ça n'a rien à voir avec Jacques Chirac, pardon. Mais ça sort de poisson en l'occurrence. Mais du coup, voilà, susciter un effroi collectif alors que la peur est essentiellement un mécanisme de défense individuelle. À part quelques peurs, et d'ailleurs il y a des études scientifiques passionnantes à ce propos, où on montre, des scientifiques sont des grands sadiques, hein, comme vous le savez, qui se cachent pas forcément, on montre des images à des nouveau-nés, à des nourrissons, des images d'araignées et de serpents, et on se rend compte qu'ils ont des réflexes instinctifs de peur. Donc il y a une sorte de peur qui serait transmise culturellement, enfin par nos gènes, une peur génétique, parce que ces images-là représentent un danger, genre une sorte de danger ontologique en quelque sorte, et provoquerait des réactions même préculturelles. Mais néanmoins, par exemple, moi, ma peur, c'est quand j'étais adolescent, c'est pas les sorcières, c'est pas les fantômes. L'Exorciste, qui est un film remarquable, ne me fait pas peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est L'Homme à la hache. Moi, ce qui me fait peur, c'est Shining. Ce qui me fait peur, c'est Anthropophagus. Et donc, par exemple, voilà, moi, quand je dis, désolé, l'Exorciste ne m'a pas fait peur, tout le monde me regarde, mais c'est pas possible, c'est absolument terrifiant. Donc, comment susciter une peur collective quand on est face à une somme de peurs individuelles. Et c'est là tout l'enjeu du cinéma, et c'est d'autant plus intéressant que le cinéma va très vite, et dès ses débuts, outre Méliès, se saisir d'une figure qui est la figure qu'il a côtoyée dans les fêtes foraines, c'est celle du monstre. Le monstre est, comme le disait Antoine, l'incarnation parfaite de ce que l'on cherche à reproduire au cinéma. Le monstre, vous le savez étymologiquement, c'est la monstration, c'est ce qu'on va mettre devant les yeux. Et donc, dans un premier temps, dans ces premières années du cinéma, eh bien très vite, les productions les hollywoodiennes, américaines notamment, vont se saisir avec Universal des monstres de la littérature, et pour leur donner corps, pour montrer à l'image ce qu'on ne pouvait avant que se représenter par de l'illustration, mais souvent individuellement avec notre propre bagage intellectuel, avec notre propre imaginaire. Avant que aujourd'hui, je vous dis Frankenstein, tout le monde a Boris Karloff immédiatement en tête, mais avant, ça n'était pas le cas. C'est-à-dire que le cinéma a imposé un imaginaire collectif, une peur, a mis un visage collectif sur ces peurs qui auparavant étaient des peurs individuelles. Et donc, voilà, la terreur au cinéma, Trembler ensemble, c'est d'abord montrer ces créatures, montrer ces monstres qui sont là pour effrayer, c'est montrer l'étrange et petit à petit révéler l'étrange, le mettre en lumière, c'est-à-dire le mettre dans la lumière des projecteurs. Évidemment, on pense aux Freaks de Todd Browning, mais qui joue sur l'étrangeté, sur le bizarre et qui renoue avec ses origines foraines, mais les premiers films, c'est les premiers films de Dracula, L'homme qui rit. On est dans les années 20, donc on est vraiment au tout début. Frankenstein, un peu plus tard, avec les Universal Monsters qui arrivent dans les années 30 et avec la première grande vague qui va devenir célèbre. Mais on est d'abord dans cette volonté donc de représenter l'innommable, l'irreprésentable, le terrifiant et ce qui appartenait donc à nos imaginaires individuels. Et puis, une fois qu'on a montré les monstres, qu'est-ce qu'on fait ? Et comment on continue à faire peur ? Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Parce que, donc, le cinéma va évoluer, va passer du noir et blanc à la couleur, et puis, l'histoire du cinéma va être émaillée de créateurs, de génies, et je dis bien créateurs au masculin, parce que c'est une histoire qui s'exprime et qui se déroule au masculin jusqu'à très très récemment. On va voir ce qui fait peur aux hommes en fait. C'est aussi quelque chose d'intéressant et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il va falloir changer ça. Et vous allez voir que dans la peur, la monstruosité va se déplacer. Une fois qu'on aura représenté les monstres, on va aller chercher les monstres intérieurs. Et l'un des enjeux de la peur au cinéma va très rapidement être celui de notre monstre et de la monstruosité, et donc finalement de ce qui fait peur aux hommes, c'est-à-dire d'un seul coup ces créatures, ces êtres
qui n'ont plus la censure de la société et qui vont pouvoir donner libre cours à leur monstruosité intérieure. Et on arrive donc sur la figure du tueur de femmes qui apparaît très très tôt aussi dès les années 50. Mais là, à partir d'aujourd'hui, justement, il y a une rétrospective vraiment foncée au cinéma d'un certain nombre de films de Mario Bava. Et c'est intéressant parce que Mario Bava, son premier film, puisque il a aidé à faire un certain nombre de films, il a assisté à des films, et le premier film qu'il signe seul, c'est Le Masque du Démon. Le Masque du Démon, on est l'année de la sortie de Psychose d'Alfred Hitchcock. Et c'est intéressant parce que, pourquoi est-ce que de mettre ces deux films en regard, on voit que Hitchcock va effectivement aller travailler une forme de peur et dans laquelle la femme est systématiquement la victime c'est la femme qui a peur dans les films d'Hitchcock, dans ces films où la monstruosité masculine s'exprime, c'est la femme qui court, c'est la femme qui crie, c'est la femme qui part se cacher, et nous on tremble de cette peur-là. Les femmes tremblent parce qu'elles sont les proies et qu'on les montre disséquées, massacrées à l'écran, etc. Et les hommes tremblent de se dire, mon Dieu, voilà ce que je pourrais faire, voilà ce que je suis en mesure de faire, et voilà quelle est la peur, quelle est la monstruosité que je recèle et à laquelle, oh, Dieu soit loué, nous, puisque comme le disait très bien Antoine tout à l'heure, on se rassure toujours, le monstre nous rassure en ce qu'il nous montre que nous ne sommes pas les monstres, que nous sommes la normalité. Même si on s'attache à lui, il nous permet de nous dire, ah voilà, mais ça, c'est quelque chose d'inacceptable, ça, c'est quelque chose de monstrueux, et moi, ça va, moi, je ne prends pas un couteau, moi, je ne tue pas, et je n'éviscère pas ma femme le soir, même si parfois j'en ai un peu envie. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant dans la différence entre Psychose et Le Masque du Démon, je l'ai revu récemment, et c'est sidérant de voir comment Bava va d'un seul coup mettre à l'image et remettre à l'image une violence qui jusqu'à présent était exactement dans le caniveau ou dans la gouttière du cinéma. Revoyez par exemple la scène que tout le monde connaît et que tout le monde a en tête aujourd'hui de la douche dans Psychose. La douche dans Psychose ne fonctionne que par suggestion. Il n'y a pas un seul plan de violence, il n'y a pas un seul plan où le couteau taille les chairs. C'est vous qui taillez les chairs. C'est vous qui voyez cette pauvre victime en train de se faire trucider sous la douche. On n'a que des plans qui s'arrêtent jusqu'au niveau du nombril. Enfin, vous pouvez regarder, il y a des vidéos, si vous vous intéressez à la cinématographique, c'est vraiment un monument du genre de voir comment Hitchcock découpe pour faire surgir l'effroi sans ne jamais rien montrer d'effroyable. Eh bien, Bava va faire l'exact inverse. Bava va vous dire, vous allez voir, en utilisant il tourne le film en noir et blanc pour utiliser des effets de maquillage de couleurs pour pouvoir, en changeant l'éclairage, faire des transformations de visage. Et là, on se retrouve à nouveau devant une représentation de l'horreur où on se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que je peux voir ces images-là? Et vous allez voir que cette question de comment est-ce qu'on peut représenter l'irreprésentable, l'horreur, l'affreux, va émailler le cinéma d'horreur jusqu'à l'apparition des effets spéciaux numériques. Moi, je me souviens, dans ma cinéphilie, que en voyant Cannibal Holocaust, je me dis, mais c'est pas possible, c'est vrai. C'est-à-dire que et puis il y avait des légendes autour de ces films-là qui disaient en fait il y a une fine, on joue à se faire peur et on joue à se dire, mon Dieu, je suis en train de regarder ce qui est une véritable horreur. Il y a plein de films jalons, je vais pas tous les passer parce que la peur peut devenir politique. On parlait de Romero tout à l'heure, puisque La Nuit des Morts Vivants va non seulement nous faire peur, non pas tellement d'une invasion de zombies dont on sait qu'elle est impossible, mais de voir à quel point la société blanche peut devenir monstrueuse elle-même, comment nous pouvons devenir monstrueux pour finir par tuer ce qui est le seul héros noir, le premier héros noir du cinéma d'exploitation, et que l'on considère comme une bête, comme un monstre à abattre au même titre que les bêtes dont on essaye de se protéger. On parlait évidemment à partir de 79 et du développement des effets spéciaux, du contre-pied total que prend Ridley Scott dans Alien, puisque pour faire peur, et il va changer complètement de braquet, puisque jusqu'à présent, la créature, l'extraterrestre, le monstre, donc en pleine lumière, c'est celui qu'on doit montrer, et c'est les money shots, c'est les plans qui coûtent cher et que les gens viennent voir. Si vous pensez à tout le cinéma d'exploitation des années 60, 70 de science-fiction, il y a le monstre qu'on vient voir, et ça va être le monstre qui va être le centre d'intérêt, et quand on finit par voir le monstre, même l'étrange créature du lac noir,
plein feu, plein projecteur dessus, on doit le voir sous toutes ses coutures. Ridley Scott décide que lui, il ne veut pas voir un monstre, il ne veut pas voir un homme, un être humain dans un costume, donc d'un seul coup, il va retirer le monstre à notre regard, et en retirant le monstre à notre regard, il va créer une nouvelle forme de peur, qui est la peur de l'incompréhension, la peur du hors-champ, en renouant avec finalement cette peur de ce qui se cache dans l'ombre, ce que je ne vois que partiellement, et donc en nous redonnant à nouveau, à l'inverse de ce que fait le cinéma depuis les années 20, la liberté, le libre champ d'imaginer ce que le monstre est. Et c'est beaucoup plus terrifiant que de voir un monstre, parce que finalement le plan final où on voit la créature dans les réacteurs du vaisseau en train de se faire brûler, on voit à nouveau un être humain dans un costume, et elle est beaucoup moins effrayante que quand elle se déploie et qu'on la prend pour des tuyaux. Bref, je ne sais pas, est-ce qu'il me reste encore un peu de temps? Un tout petit peu. Voilà, il me fait peur. On pourrait pas. Ça, c'est le signe que vous ne voyez pas quand vous écoutez la radio. C'est les tentatives de François Angelier d'arrêter le chroniqueur. On pourrait parler rapidement des 5 minutes. de Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, qui vient de ressortir dans une magnifique édition collector en DVD, ou du projet Blair Witch, par exemple. Le projet Blair Witch, c'est passionnant. Voilà un film qui vous fait peur en ne vous montrant aucune image qui fait peur. Voilà un film qui vous dit, regardez, je ne suis plus une fiction, je ne suis plus là pour vous montrer un monstre, je ne suis que réalité. Et donc en changeant le registre et le rapport qu'il entretient avec le spectateur du cinéma, puisque le projet Blair Witch vous dit, vous ne venez pas voir un film de fiction, je vous demande d'accepter, spectateur, que ce que vous allez voir à l'écran est un documentaire, a été filmé réellement. Donc je vous demande de ne plus croire à ma nature fictionnesque, et à partir de là, si ce que je vois à l'écran n'a plus besoin d'être extrêmement monstrueux, parce que si ce que je vois à l'écran est réel, et si à un moment donné je vois une porte s'ouvrir toute seule, et qu'il n'y a pas de courant d'air, c'est qu'il se passe quelque chose, et que ce quelque chose est réel, et donc on retourne dans quelque chose qui va plonger dans nos imaginaires d'enfants, et dans la crainte que l'on peut avoir de ces événements extrêmement banals, mais qui néanmoins sont porteurs d'une peur absolument démesurée par rapport à ce qui est représenté à l'image. On pourrait parler du regard féminin, parce qu'enfin des réalisatrices commence à parler et à mettre en scène des récits d'horreur et de terreur, et on se rend compte qu'elles racontent des choses radicalement différentes de ce que racontent les hommes. Elles racontent notamment ce que elles vivent, ce que c'est que d'être une proie, ce que c'est que d'être le corps désiré, possédé, détruit, ce qu'est de ne plus correspondre au rôle social et renvoyer la violence subie. Je pense à des films magnifiques comme The Babadook de Jennifer Kent, qui raconte ce qu'est d'être une mère seule après un deuil, après avoir perdu son mari, d'élever un enfant qui croit aux monstres et finir par être contaminé par les monstres auxquels son enfant croit. Et puis voilà, et puis il me reste plus beaucoup de temps, mais vous dire que finalement ce qui est terrifiant, c'est qu'aujourd'hui, alors que paradoxalement le cinéma peut, grâce aux effets spéciaux numériques, absolument tout représenter comme on n'a jamais pu le représenter, et dans des économies qui ne sont plus du tout les économies qu'ont connu le cinéma des années 60, où je pense notamment à Ray Harryhausen, avec une simplicité, on n'est plus obligé de faire de l'image par image, on peut tout représenter. On n'a jamais aussi peu eu peur au cinéma que depuis que tout est représentable. Les effets spéciaux nous ont jamais ont complètement cassé cette magie initiale qui est de se dire comment est-ce que ça a été fait, comment est-ce qu'on peut représenter ce que je suis en train de voir à l'écran. Puisque tout est représentable, plus rien n'est réel, et si plus rien n'est réel, plus rien ne fait peur parce qu'on ne croit plus à rien. Donc moi je trouve que les effets spéciaux numériques ont détruit en grande partie notre faculté à nous émerveiller et notre faculté à ressentir la peur sur un grand écran. Voilà. Moi je pourrais vous dire pour conclure, puisque le film que je vais tourner, j'espère bientôt, est un film que nous avons écrit avec Simon Rio, mon co-scénariste, pour véritablement susciter la peur. J'aime pas dire film d'horreur, mais c'est un vrai film dont l'ambition est de vous foutre les chocottes, de vous faire avoir des sueurs froides, et sans aucun jump scare, puisque le jump scare est à la peur ce que le Big Mac est à la gastronomie, c'est-à-dire vraiment un aveu d'échec. Le jump scare, vous savez, c'est quand on sait plus comment faire pour faire peur, donc il y a la musique et à l'intérieur vous faites bouh. Voilà. Ça, autant aller dans un train fantôme, c'est beaucoup plus drôle, et il y a des vraies personnes qui sont enfermées toute la journée déguisées en gorille sous 40 degrés de chaleur et qui passent un très bon moment grâce à vous. Donc, la question c'est comment retrouver la peur. Écoutez, le film s'appelle Nous sommes toujours là. Normalement, ça sort d'ici 1 an et demi, et je vous laisserai juge de savoir si j'ai réussi par des moyens détournés à vous foutre un peu les pétoches. Voilà. Vous
venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.